Le Cameroun est dans un moment charnière de son histoire. 2025 est déjà là et dans la mouvance de la présidentielle d'octobre prochain, plusieurs partis politiques sont au devant de la scène, tant pour les plus anciens que les nouveaux. Et depuis 2023, le Forum républicain a à sa tête l'un des transfuges du Social Democratic Front, exclu 3 fois du parti pour définitivement rejoindre le Forum républicain. Parfait Mvoum est notre invité. Bienvenue à ce 3e numéro de Sans Tabou que vous regardez avec plaisir sur Naya TV depuis quelques semaines. Notre invité, c'est le président national du Forum républicain, Aloys Parfait-Mvoum. Merci d'honorer à l'invitation de Naya TV. C'est moi qui vous remercie et de façon plus large, le Forum républicain vous remercie pour l'invitation et nous sommes heureux d'être là. L'actualité s'y prête. Votre bureau politique vient de se réunir à Yaoundé. Il a également été renouvelé. Nous en parlerons dans quelques instants. Le temps pour nous quand même de prendre connaissance de votre personnalité, puisque vous n'êtes pas un enfant de la politique au Cameroun. Vous avez 51 ans, vous êtes marié, polygame, père de plusieurs enfants. Vous êtes épidémiologiste de formation et vous avez en ce moment un lourd fardeau sur la tête puisque vous préparez un doctorat en épidémiologie. C'est à l'Université catholique d'Afrique centrale de Yaoundé. Vous êtes affecté à Ndom, c'est dans la Sanaga maritime, district de santé de Ndom, c'est la région du littoral. Mais pourquoi vous êtes à Yaoundé? Non, parmi les services que j'ai fait, il y a le district de santé de Ndom et après ça, j'ai eu une autorisation à finaliser, à faire autre chose, la recherche et particulièrement un PhD. J'ai eu la mise en stage et je suis en train de la finaliser. Mhm. Donc, c'est normal que je ne sois plus de ce côté. Mhm. Vous continuez à manger dans les poches, les caisses de l'État. Vous êtes en recherche, ça veut dire que le pays se porte très bien. Non, je suis un vieux fonctionnaire qui a subi aussi beaucoup de persécutions au regard de de mes positions politiques. Et puis, il y a des moments où j'ai fait 10 ans sans salaire, 15 ans sans salaire, des moments où j'ai été traduit au conseil de discipline. Et aujourd'hui, je poursuis juste, et dans la médecine, j'ai fait plusieurs domaines. Maintenant, je suis dans la recherche. Mhm. Et là, je vais la finaliser jusqu'à ce que j'obtienne un PhD dans le domaine de la recherche. Mhm. Et principalement, je travaille sur les drogues. Je suis en train de faire un programme de développement, un programme d'accompagnement des jeunes de moins de 35 ans du district, cette fois-ci de Yaoundé, de Nkolnongo, Mhm. dans la lutte contre la drogue. Donc, c'est mon thème de recherche et j'ai un programme à faire. Je suis presque au milieu et j'espère que ça va se terminer dans de bonnes conditions Mhm. et qu'on va exploiter, qu'on va utiliser les résultats de ma recherche. Donc, je suis dans un milieu de recherche aujourd'hui et je suis très passionné. Passionné, puisque vous êtes biologiste et Oui, je épidémiologiste, vois très bien. je le disais à l'instant, vous êtes aussi le responsable du cabinet international de recherche en santé publique. Tout à fait, je suis aussi le responsable du cabinet euh, en santé publique. Tout ça, ça entre dans la recherche. Nous préparons les uns les autres à leur mémoire, à leur thèse. Nous travaillons sur des pathologies. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous allons accompagner les patients, nous occuper principalement des patients, des malades, ce qu'on appelle vulgairement les malades, parce que très souvent les gens vont dans des hôpitaux, ils ne savent pas là où ils vont, ils ne savent pas comment aller dans un hôpital, ils ne savent pas comment aller à la pharmacie, comment faire des examens biologiques ou partir, et parfois l'accueil est insuffisant. Donc, dans notre cabinet, il y a toute une branche aujourd'hui qui s'occupe du suivi des patients, du suivi et de l'accompagnement des patients, en dehors de ce que nous faisons d'autres. Mhm.
C'est bon à savoir et on attend les résultats de vos différentes recherches, y compris de votre PhD, pour apporter une solution concrète aux problèmes de santé publique, notamment de la drogue qui La ruine toxicomanie. le milieu jeune au Cameroun et en Afrique subsaharienne. Mais vous êtes plus connu sur la scène comme un homme politique et ça fait 28 ans que vous êtes entré de plein pied dans le monde politique, même si depuis le lycée à Ekonou, vous avez été secrétaire général de la jeunesse de ce côté-là. Mais en 1997, vous choisissez le Social Democratic Front. Pourquoi ce choix Oui, si jeune? d'abord, comme vous l'avez dit, j'ai commencé la politique très tôt, au lycée déjà, parce qu'on fait la politique un peu partout. Maintenant, la politique que nous vivons là, ce n'est ou bien que nous faisons, ce n'est que le résultat de généralement ce que nous avons fait avant. Mhm. Et effectivement, j'ai été président de la coopérative au lycée des Kounou. J'ai fait des batailles dans les clubs journaux, dans mon quartier à Ekié. J'ai été aussi président des jeunes de ce quartier. Et c'est tout logiquement que je vais rentrer en politique. Maintenant, pourquoi le SDF? C'est que j'ai d'abord été sympathisant du SDF peut-être 5 ans plus tôt. Je suivais les discours, je suivais l'idéologie. Et contrairement aux autres, on ne m'a pas prêché le SDF. J'ai cherché le SDF, j'ai parcouru plusieurs kilomètres pour aller chercher une cellule du SDF. Mhm. Et lorsque je l'ai trouvé en 97, oui, j'ai adhéré et c'est comme ça que j'ai évolué. Mhm. Vous avez évolué, mais il se trouve que vous avez quand même un esprit d'opposition, bien que vous appartenez à un parti d'opposition, puisque, je le disais à l'introduction de cette émission, vous avez eu deux exclusions au sein du Social Democratic Front. Vous êtes parti, vous êtes revenu, et finalement, en 2022, le président défunt Ni John Frundi a essayé de vous exclure, Oui, pris en individuellement décembre, oui, oui. ou pris individuellement. Et finalement, en 2023, vous faites partie de cette liste du G27 qui a définitivement été exclue des rangs du Social Democratic Front. Oui, je salue d'ailleurs votre capacité à vous informer, à avoir les détails. En fait, autant je critique le système, le gouvernement, le pouvoir de Yaoundé, autant je n'accepte pas qu'on m'interdise de critiquer à l'intérieur, de l'intérieur. C'est ça mon principe. Et c'est pour cela que je suis constamment mis de côté. Mais étant un élément aussi important, je suis rappelé ou alors il y a eu des négociations pour que je retourne. La première exclusion, elle était collective. C'était en 2006 Mhm. avec la fameuse affaire Bernard Mouna. Et nous étions là, nous avons estimé que Frundi ne tenait plus et qu'il fallait qu'il passe la main. Mhm. Et nous avons soutenu Bernard Mouna. Et le NEC de l'époque n'a pas accepté cela. Ils ont exclu une vingtaine de personnes, parmi lesquelles moi. Et puis, je suis revenu avec des négociations. Le professeur Takongan, il est encore vivant. Je suis revenu. Et à peine, dès que je suis revenu, j'ai eu des postes de responsabilité très rapidement. Je serai président de cellule en Komo, vice-président de Yaoundé 4, président de la section, ce qu'on appelle section de Yaoundé 4 et vice-président régional. Lorsque la bataille aussi Mbandam commence, Mbandam va décider de me sacrifier alors que je suis président d'une circonscription. Je serai donc exclu à nouveau et malheureusement, au NEC, on va suspendre cette exclusion. Et lorsque la bataille de succession de Frundi va commencer aussi, et Ndjomga et Adeline vont décider d'avoir ma peau, ils vont m'exclure à nouveau seul, tenter de m'exclure à nouveau seul. Et malheureusement, au cours d'un NEC qui a duré 4 heures de temps, je vais me défendre bec et ongle avec tous les autres et ça sera maintenu. Mais quand Frundi décide, une fois que c'est aussi qui va prendre le pouvoir, il décide d'exclure 34 cadres, évidemment, je ne pouvais pas manquer parce que j'étais pour l'alternance au sein du parti. Vous avez donc, chers téléspectateurs et internautes de Naya TV, une idée globale de notre invité. C'est la 3e édition de Sans Tabou sur votre chaîne
que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer. Nous allons donc entrer de plein fouet dans cette édition avec la vie politique, entre guillemets, tourmentée d'Aloïs Pafemvoum. On a parlé de 3 exclusions qui vous poussent finalement à la présidence ou à la tête du Forum républicain, puisque vous êtes président national depuis 2023, je le disais. Mais attardons-nous un tout petit peu sur votre première exclusion en 2006. Il y a ce mouvement avec 2 congrès qui se tiennent. Vous parliez tout à l'heure de la mouvance Mouna qui n'a pas pu éjecter le président fondateur ou le président naturel du Social Democratic Front, qu'il y est resté jusqu'à son départ, paix à son âme. Et il y a dans cette mouvance-là la mort d'un certain Grégoire Diboulet, qui était de votre tendance. Alors, pendant qu'on préparait cette émission, lorsque ce nom a été évoqué, vous vous êtes senti tellement mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 19 ans? Dites-nous. Oui, j'ai tellement mal que Diboulet est décédé presque entre mes mains. Quand je dis entre mes mains, c'est un frère, c'est un ami. Et en 2006, déjà en 2002, il y a des premiers soubresauts au sein du SDF. Pas des premiers, mais des soubresauts, parce que bien avant, il y a eu où la gestion de Frondi était déjà douteuse, elle était inquiétante. En 2004, néanmoins, il sera réélu face à Bernard Mouna. Et Bernard Mouna aura 63 voix contre 800 voix de Frondi. Et parmi les 63 voix, il y a ma voix. Je ne connaissais pas particulièrement Bernard Mouna, parce que moi, je sentais déjà que quelque chose n'allait pas. Et donc, en 2005, il doit y avoir un congrès. Mais Frondi et ses partisans essayent de le retarder. Finalement, un congrès est organisé en 2006. En 2006. Et au départ, il n'y a pas de dissension. Il y a des primaires, mais Bernard Mouna ne fait que monter au niveau des primaires. Et Bamenda se sent un peu touché. Et ils se disent que Mouna peut venir faire du grabuge au cours de cette élection. On décide de le stopper au niveau de la région, parce qu'il a commencé à Yaoundé 3, et puis à la région, mais là, le chairman décide de le stopper. On dissout l'élection telle qu'elle se produisait, on arrête l'élection, on a des problèmes, et c'est comme ça que ses partisans vont aussi commencer à résister. Parce que la région du centre était déjà tombée. Elle était sous la houlette d'un certain Zamboué, à qui j'ai dit bonjour, qui est au MRC et qui est en prison aujourd'hui. J'ai une pensée pour lui. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Il a perdu son épouse de manière tragique. Voilà, et son enfant est en délicatesse aujourd'hui, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que il y a une brouille forte entre les partisans de l'alternance et les conservateurs. Et c'est sous l'entrefait que la tendance Mouna décide d'organiser un congrès et elle a l'autorisation du Minat. Le Minat, à cette époque, c'était un certain Marafeur à Midouyayan. Et pendant que nous préparons le congrès, une opération punitive est organisée depuis Bamenda, depuis le domicile du chairman. Et c'est comme ça que moi, j'étais président de la commission santé. Vous imaginez que j'étais le plus gradé dans la tendance d'Idmouna. Donc, j'avais la commission santé. Et la veille, c'est-à-dire le 25, parce que Diboulet est tué le 26 mai, la veille, je suis resté au siège avec Diboulet jusqu'à 23 heures. 23 heures, je me suis assuré que tous les délégués se portent bien. On m'avait donné, je crois, 500 000 pour, dans ma sous-commission santé. Et c'est comme ça que je m'en vais, parce que très souvent, je n'aime pas dormir hors de chez moi. C'est comme ça qu'autour de minuit, 1 heure, je m'en vais. Je laisse tout le monde en bonne santé. Et les délégations venaient de Evodoula, Okola. Les délégations qui sont à côté, là, sont venues la veille. C'est comme ça que je vais à la maison, je dors. Et à 5 heures du matin, j'appelle Grégoire Diboulet. Son téléphone sonne. J'entends des bruits tout autour.
les gendarmes me disent, vous avez tué votre camarade. Et on l'a tué effectivement au niveau de Prestige Hotel. Conseil sans publicité. Oui. Et on l'a tué comment? À 5 heures, effectivement, lui, il avait fini d'assurer la garde, c'est-à-dire s'entretenir avec les militaires. Rassurer que les arrivants étaient sous bon soin. Voilà, et il rentrait donc se préparer pour revenir au Congrès. C'est comme ça que une opération menée par le colonel Chingafor du SDF, c'est-à-dire un colonel retraité qui était... Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? Oui, puisqu'ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés, Frondi a été interpellé, il a été entendu pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois, il a même été humilié. On a arrêté 22 personnes, on les a enfermées à Koningui et globalement, toutes ces personnes sont soit décédées, soit devenues folles. Oui, malheureusement, le sang de Grégoire Diboulé a eu un effet et même presque une malédiction du SDF. Parce qu'en politique, on ne tue pas de cette manière. On ne tue pas de cette manière. J'ai été choqué. Tuer, c'est tuer. Il n'y a pas de belle manière de tuer, monsieur. Oui, mais en politique, d'abord, tuer n'est pas une bonne chose, mais tuer un être humain pour des raisons idéologiques, avec marteau, machette et tout ça, parce qu'ils étaient venus comme s'ils venaient au Congrès. Donc, ils chantaient, on a retiré leur carte d'identité de toutes ces personnes, de tous ces militants et presque voyous. Il y a eu une assise chez le colonel Ching Angafor et ils ont fait une organisation, leurs blessés, parce que quand ils sont arrivés au siège, parce qu'eux tuent Diboulé seul, est seul. Lui, il est en train de rentrer, il le tue d'abord avant d'arriver au siège et de trouver d'autres militants, les battre, les bastonner, certains ont été, la plupart ont été amochés, les hématomes partout. Et moi qui étais président de la commission santé, vous aviez la lourde responsabilité. J'avais la lourde responsabilité. Pendant un mois, je n'ai presque pas dormi. Parce que lorsque j'appelle le matin, on me dit Diboulé est mort. Je sors, je mets ma blouse. Et à ce moment, j'ai ma clinique à Koningui. Je décide donc. J'appelle d'abord le ministre. À l'époque, c'était Olangena. Urbain Olangena. Oui, je l'appelle. Je n'arrive pas à le recevoir, à l'avoir autant pour moi. J'appelle le SAMU. C'est le SAMU qui me prend au niveau de Mvombi. Et on va chercher les blessés. Et je trouve le corps de Diboulé encore frais. J'ai écrasé une larme là. Je suis allé prendre la trentaine de blessés. Des blessés, des femmes, des mamans, des vieilles femmes, des jeunes, ainsi de suite. Je les ai pris, j'ai divisé le groupe en deux. Une partie, ceux qui étaient moins blessés, je les ai transportés vers mon cabinet. Vous avez mieux coordonné et les autres, je les ai amenés à l'hôpital central. C'est pour vous dire que la mort de Diboulé m'a choqué, m'a troublé. J'ai failli arrêter la politique. Je me suis dit, non, ce n'est pas ça la politique. On ne peut pas arriver à ce niveau. Quel type de relation aviez-vous particulièrement, puisque il travaillait à vos côtés dans la coordination de votre sous-commission? Oui, Diboulé, d'abord, lorsqu'on accusait le SDF d'être anglo-bami à l'époque, parce que le débat qui est aujourd'hui, c'est un débat qui a eu lieu, nous étions quelques rares des autres zones à être dans le parti. Donc nous avions une complicité particulière. En plus de cela, il me trouvait assez intelligent, modestement assez intelligent, combatif, et tous les jours, je l'appelais 2 fois à 3 fois par jour. Et je vous dis que j'étais le dernier à le laisser au siège et le premier à l'appeler pour apprendre qu'il venait d'être tué, et ainsi de suite. Et dans la liste, il y avait beaucoup de personnes qu'on devait aussi finir comme lui, parce qu'il y avait toute une liste de ce qu'on a appelé des rebelles qu'on devait finir, parmi lesquels moi. Et malheureusement, lui, il a eu cette malchance et il est parti. Pas son nom. Alors, Aloys Bafemboum, ça c'est une histoire qui date de pratiquement 19 ans aujourd'hui et qui malheureusement n'est pas connue du grand public, y compris dans le monde politique.
pourquoi avoir gardé une histoire de mort d'homme en interne au parti aussi secrète pendant longtemps? C'est vrai, vous avez dit qu'il y a eu des arrestations, il y a eu des condamnations, mais le commun des mortels, le grand public ne sait pas qu'au sein du Social Democratic Front, en 2006, il y a eu cette tendance Mona, tendance Frondi, qui a abouti à la mort d'un monsieur du nom de Grégoire Diboulet. Pourquoi vous particulièrement, si proche, si présent au sein du parti, vous avez gardé cette histoire? Non, moi Ça fait partie de la mémoire de l'histoire politique. D'abord, c'est la première fois qu'un cadre parle de cette affaire de cette manière. Je dis ce que je suis en train de dire. Et donc, vous avez réussi à nous permettre de dire ce qui s'est passé. Et personne d'autre ne viendra contredire ce que je viens de vous dire. Maintenant, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler comme j'en parle là. Si j'avais eu l'occasion d'en parler, j'aurais parlé. Mais pendant tout mon séjour au SDF, parce qu'il faut rappeler qu'après, je serai à l'AFP, je vais revenir au SDF. Et quand je reviens au SDF, j'ai tous les problèmes à cause de cette affaire. Je reviens au SDF d'ailleurs pour réconcilier, à mon sens, les deux parties et que nous demandions des excuses publiques à la famille Diboulet. C'est pour ça que je reviens au SDF. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je souhaitais. Donc, par rapport à votre... Surtout que quand vous revenez au SDF, vous avez aussi le droit de réserve. Voilà. D'ailleurs, l'État, finalement, va libérer ceux qui ont tué Diboulet, va libérer le chairman sans suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un jugement de condamnation, il n'y a pas eu un jugement d'acquittement. L'affaire a été classée de la manière la plus surprenante. Donc, il faut aussi demander à ceux qui avaient cette affaire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de jugement dans une affaire? Donc, la punition a seulement été peut-être divine. C'est-à-dire que nous tous, nous allons partir, mais il faut constater quand même que tous ceux qui étaient impliqués, ou bien la plupart qui étaient impliqués dans cette affaire, aujourd'hui, ont eu un sort assez difficile. Donc, voilà. Rectificatif, donc il n'y a pas eu de condamnation, il y a eu des arrestations, des gardes à vue, des mises en détention, et par la suite, les uns et les autres ont été libérés dans cette affaire. Oui, ils ont fait 3 ans de prison. Ils ont fait 3 ans de prison. Le chairman Frungi a été entendu pendant plusieurs mois, et finalement, l'affaire s'est tassée. La République a tassé cette affaire sans qu'on ne sache trop pourquoi. Et c'est peut-être la raison pour laquelle la plupart ne se sont pas exprimés sur cette affaire. Parce que jusqu'à aujourd'hui, effectivement, je suis le seul qui en parle de façon ouverte. Et moi, j'ai le devoir d'en parler pour la mémoire de Diboulet. Et il ne faut pas qu'on cache les crimes commis parce qu'on a une organisation comme celle-là. Vous n'avez pas peur des représailles puisque vous vous êtes tué pendant 19 ans? Ben, moi, je suis comme je suis. Je n'ai jamais eu peur de quelque chose. Malheureusement, en 2006, plusieurs ont été complices de cette affaire. Ils ont été à des postes de responsabilité. Puis je crois qu'ils se sont tués. Mais nous avons le devoir de vérité. Les représailles, si les représailles dans le pouvoir ne me font rien, ce n'est pas celle du SDF ou bien d'un certain nombre de personnalités qui me feront quelque chose. Moi aussi, j'ai la capacité de faire des représailles à cela. De toute façon, merci de nous avoir donné des précisions sur cet assassinat donc, de Grégoire Diboulet, qui était donc votre camarade politique au sein du Social Democratic Front le 26 mai 2006. Et juste après, effectivement, c'est votre première exclusion du parti. Vous partez à l'Alliance des forces progressistes où vous y passez 7 ans. Et puis après, vous revenez au SDF. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à l'AFP et pourquoi vous revenez? Non, c'est que pendant la période de 2006, nous sommes exclus avant le Congrès, donc nous ne faisons plus partie du SDF, mais nous ne considérons pas ces exclusions comme telles, parce que nous pensons que nous avons la légitimité. Nous allons donc prendre une partie de ce SDF, nous allons le développer, l'organiser, et finalement,
lorsque les élections de 2007 arrivent, il y a des élections en 2007, le gouvernement ne soutient pas notre faction, soutient plutôt la faction des conservateurs. Et c'est à ce moment-là que nous décidons donc de faire une coalition avec d'autres partis au nom de l'AFP. Et nous intégrons donc notre parti du SDF dans l'AFP et nous devenons donc des militants de l'AFP. Voilà. Qu'est-ce qui ne marche pas 7 ans plus tard? 7 ans plus tard, d'abord nous avons des bons résultats lors de l'élection municipale. Bon, pas de très bons résultats, des résultats acceptables. Maintenant, Bernard Mouna aura aussi un entourage pas du tout honnête, pas du tout sincère, pas du tout travailleur. Et au fur et à mesure, le parti, il y a un délitement du parti. L'AFP, vous pensez qu'on peut être sincère en politique? On ne doit qu'être sincère. On ne doit qu'être sincère. Beaucoup définissent la politique comme l'art de mentir. C'est la mauvaise définition. Certains la définissent comme le crime, comme le mensonge, comme tout ce qu'il y a de négatif. Ça, ce n'est pas de la politique. La politique, par essence, est morale. La politique est lucide. La politique est honnête. Maintenant, on peut avoir un programme qu'on n'arrive pas à réaliser en raison des circonstances. On doit aussi forcément le reconnaître. Et c'est pour cela que en 2000, quelques années plus tard, j'ai plusieurs choix. Le RDPC me tend les bras, le MRC me tend les bras à travers Fogué, et puis le SDF, à travers le professeur Takungan, estime que je dois repartir. C'est dans ce sens que je regagne donc la maison en 2013, en 2013 avec des fans et des adversaires aussi. Et vous revenez donc en 2013 et vous vous alignez un peu plus aux côtés de Joshua aussi, qui est aujourd'hui le président national du SDF. Quels sont vos rapports en ce moment? En 2013, je ne connais pas fondamentalement Joshua aussi. Mais pourquoi Mais Joshua aussi, son nom circule déjà. Donc, en 2013, j'ai deux options. Soit je commence par le sommet, soit je commence par la base. Je décide de commencer par la base parce que la base me donne la légitimité. Et très vite, je vais monter. Je deviens président de la cellule Vérité à Nkomo. Oui. Après ça, vice-président de la circonscription électorale. En 2015, je suis président de la grande section, bien de la grande circonscription électorale de Yaoundé 4. Donc, et dès que vous êtes à ce niveau et avec votre dynamisme, l'information commence à circuler. Ceux qui me connaissaient avant disent parfait est de retour, ainsi de suite. C'est comme ça que je fais la connaissance d'un certain Emmanuel Tonga, qui est très proche de Joshua aussi. Et on va se présenter et c'est comme cela que nous devenons pas seulement des amis, mais des frères en politique. Et en 2017, il y a la bataille de la région du centre entre les conservateurs que sont Frundi Mbandam et Alassane Aladji, qui est président régional, et nous autres aussi, Ntonga et moi. Finalement, après plusieurs bagarres, nous allons conquérir la région du centre. Puisque Emmanuel Tonga, je le rappelle, il a été exclu avec vous du Social démocratique, lui étant donc président régional, vous son vice-président. Voilà. Et c'est comme ça donc que nous serons avec Joshua. Joshua sait qu'à ce moment, qu'il a déjà des compagnons sûrs, des alliés sûrs au niveau de la région du centre. Parce que quand vous avez la région du centre au SDF, du moins à notre époque, vous aviez presque le parti. C'est pour cela que vous allez voir un vice-président régional comme moi. On avait l'impression que j'étais vice-président régional. Joshua et moi, nous allons donc travailler. Je vais faire le tour du Cameroun avec lui en 2018. Joshua, c'est 10 coups de fil par jour. C'est chaque fois qu'il y a une tractation, c'est Parfait Mvoum ou bien Tonga qui l'appelle, et surtout Parfait Mvoum, parce que j'étais un peu plus disponible, ainsi de suite. Donc voilà nos relations. Je rappelle que nous ne sommes pas en train de faire le procès du SDF, nous sommes en train de comprendre
vos relations avec Oui, votre parti, et mon évolution. Votre parti d'hier. Mhm. Ben, finalement, 10 coups de fil par jour, 15 coups de fil par jour. Finalement, Joshua est quatrième à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui crée le déclic pour que finalement, en 2023, vous soyez mis à la porte du SDF carrément avec quelqu'un avec qui vous avez cheminé pendant des années? Oui, on ne fait pas le procès de Joshua parce que c'est d'abord un monsieur sympathique dans le sens de la relation humaine. Il a quelques problèmes de management et ainsi de suite. Ça arrive, mais s'il m'appelle aujourd'hui, je viens. D'ailleurs, je peux l'appeler à tout moment. Si je suis en difficulté, il réagit. Vous comprenez? Donc, Qu'est-ce qui n'a donc pas nous avons marché? le devoir de restituer les faits. D'abord, première chose, c'est que tous ceux qui ont porté Joshua à la tête, ou bien pour sa candidature, ont été ses adversaires plus tard. Pourquoi? Nietzsche, Tonga, Parfum Voum, ainsi de suite. Les sénateurs, Oui, députés, les aussi, sénateurs, dans la députés, liste des ainsi de 34, suite. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que d'abord, en 2018, nous avons raté la campagne à cause de lui. Nous avons raté le coaching de l'élection présidentielle à cause de lui. Comment? C'est-à-dire que en février, on l'a adoubé février 2018, on l'a adoubé à Bamenda comme le porte-étendard du SDF. Et nous avons attendu qu'il réagisse rapidement. Ce n'est que 4 ou 5 mois plus tard qu'il s'est réveillé. À la dernière minute. À la dernière minute. Nous avions des meetings dans des zones à 10 heures. Nous arrivions à minuit. Ça ne faisait pas sérieux. La stratégie même, il était le seul à maîtriser cette stratégie, le matériel, ainsi de suite. Pour nous, ça a été un coup très difficile à accepter. Et c'est l'un des facteurs. Maintenant, il y a le fait qu'en réalité, quand nous l'avons côtoyé, nous avons compris qu'il n'est pas forcément l'homme, le meilleur manager possible dans une organisation comme celle-là. Nous le prenions, moi je le prends désormais comme quelqu'un de bien dans un poste de stratège. C'est-à-dire que dans la stratégie, dans les relations, dans le marketing du parti, voilà le terme. Mais président du parti, pour nous, il n'a pas toutes les qualités nécessaires pour en être le président. C'est pour cela que nous avons émis des réserves. Parfois, il fait preuve d'une petite arrogance. Parfois, il ne suit pas les activités. Là, on a besoin de lui, il n'est pas là, ainsi de suite. Il y a parfois de l'incohérence et ça fait que tout le monde, nous nous sommes détachés et nous avons pensé que quelqu'un d'autre pouvait faire mieux. Je rappelle qu'en 2023, vous êtes donc membre du G27, Oui. lequel G27 est exclu du Social Democratic Front. Avant cela, vous avez été exclu pour une deuxième fois, je le rappelle, on va passer très rapidement, en 2015, par la branche de Joseph Mbandam. Joseph Mbandam, oui. Et puis, les 34 cadres sont balayés par le NEC en décembre 2023. Et c'est là que vous créez donc en compagnie d'un certain monsieur Kwotou, le Front républicain. Le Forum républicain. Le Forum républicain. C'est donc l'objet de la deuxième partie de Sans Tabou. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Sans Tabou avec notre invité, Parfait Mvoum, c'est le président national du Forum républicain. Dans la seconde partie de cette émission, Monsieur le Président, vous avez récemment tenu une réunion du bureau politique qui a permis de renouveler un certain nombre de responsables. On ne va pas rentrer dans les détails, mais le Forum républicain aujourd'hui, comment est-ce qu'il se positionne puisque vous n'avez pas d'élu, c'est un parti né récemment. Vous dites, vous n'allez pas à l'élection de quelque manière que ce soit, mais vous restez acteur en apportant très prochainement votre soutien à l'un des candidats qui sera retenu pour la présidentielle. Le Forum républicain est donc très attendu le 10 septembre prochain pour dévoiler le nom de son candidat. Et vous avez donc dans votre shortlist 4 candidats. Qui sont ces candidats? Ben, d'abord, l'élection présidentielle arrive, donc nous allons participer d'une manière ou d'une autre, indirectement, parce que nous sommes un parti qui veut se positionner et nous avons le devoir de participer à cette échéance. Maintenant, le bureau politique s'est réuni, effectivement, comme vous l'avez dit, le 6 juin. Je profite pour remercier tous ces membres qui sont venus de partout. Et à cette occasion, effectivement, nous avons réajusté ce bureau politique avec la secrétaire générale qui est Denise Nouaille, et puis d'autres postes comme le secrétaire de la communication qui est Dr Bidon. Ils vont tenir la communication du parti. Et l'un des points était aussi la désignation de 4 candidats à la candidature parmi la vingtaine que nous avions. Et si vous voyez les images, chacun est venu voter et nous avons dans cette liste. Mais nous nous réservons le droit de publier cette liste maintenant. Vous avez dit que la politique, c'est la transparence. Oui, c'est la transparence, mais c'est aussi la stratégie. Donc le bureau politique va publier cette liste incessamment. Il y a 4 personnes, je peux vous donner quelques indices. Vous excluez Paul Biya, vous excluez le SDF. Pourquoi vous excluez Paul Biya? Oui, nous excluons Paul Biya tel que les résultats se sont présentés. Je vous dis à l'issue du vote. À l'issue du vote. Donc, vous pouvez dire exclure les 2 là. Maintenant, il y a une femme parmi. Et puis, il y a 3 autres candidats qui sont des hommes. Donc voilà un peu ce que je peux vous donner. Alors quand vous parlez du 10 septembre, on sait qu'il y a un calendrier électoral puisque dans quelques temps, le corps électoral sera convoqué. Si l'on s'en tient, n'est-ce pas, aux normes réglementaires, institutionnelles, au code électoral, avec la convocation du corps pour l'élection présidentielle qui ne peut être prorogée qu'en cas d'état d'urgence. Le Cameroun n'est donc pas en état d'urgence. Pour le moment, on retient que l'élection présidentielle aura bel et bien lieu en octobre 2025. Et donc, le 10 septembre correspondrait au dépôt de candidature, aux validations et bien d'autres encore. Pourquoi vous ne vous portez pas ouvertement garant sur votre candidat avant la publication des candidatures retenues, quitte à peut-être lui accorder plus de chances, plus de crédibilité, et donc attirer davantage la sympathie de vos militants à ses côtés? Le 10 septembre, effectivement, le Conseil constitutionnel aura vidé le contentieux. Le 10 septembre, tel que nous le prévoyons. Donc, on aura déjà la liste définitive des candidats. Parce que, sauf changement de dernière minute, le corps électoral devrait être convoqué le 12 juillet. Donc, le 10 septembre, ça en sera terminé pour les candidatures. Et actuellement, il n'y a pas encore de candidature. Il n'y a que des pré-candidatures. Et les candidatures, les pré-candidatures en vue, elles-mêmes ont des problèmes. Est-ce que vous êtes un peu trop prudent? Elles-mêmes, les candidatures en vue, elles-mêmes ont des problèmes. Vous savez que si on prend seulement le MRC, par exemple, son candidat, pour le moment, personne ne peut parier à 100% qui sera le candidat de ce parti. Le PCRN. Vos motivations sont placées sur les bases institutionnelles, sur
la loi, la constitution, le code électoral et bien d'autres encore. À ce titre, devrez-vous tenir compte de l'effet foule, de l'effet masse qui estime que tel ou tel, on a l'administration territoriale qui dit tel ne peut pas être candidat, ce n'est pas de son ressort ni de sa compétence. Vous revenez par exemple des Vaudoula où vous avez émis cette opinion, il est difficile pour un candidat d'obtenir les signatures s'il veut être candidat. De Lolodolphe, oui. Et bien d'autres encore. Vous venez voilà, de Lolodolphe dans la région du Sud, dont vous êtes originaire d'ailleurs. Alors, pourquoi vous êtes aussi prudent? On dirait l'effet foule finalement. Non, je ne sais pas l'effet foule. J'ai un calendrier, j'ai une analyse politique, j'ai une analyse réelle, j'ai une analyse légale. Donc, sur la base de tout cela, j'ai le devoir d'avoir la projection. Vous balisez quand même vos approches. Voilà, j'ai le devoir d'avoir une projection. Si aujourd'hui, je dis que je prends un lambda, je dis que c'est mon candidat et que demain, il n'est pas investi ou bien sa candidature n'est pas retenue, ou bien le parti aura désorienté ses militants. Donc, il faut un minimum de prudence. Et le moment venu, il ne sera jamais trop tard. À un mois, nous pouvons faire basculer l'électorat parce que nous avons choisi tel ou tel autre. Et nous pouvons rentrer fermement en campagne. Donc, c'est la raison pour laquelle nous estimons que le 10 septembre, c'est la date définitive. Mais les 4 autres candidatures, elles seront publiées. Donc, ça sera déjà un pas vers le choix de votre préféré. Octobre 2025, vu depuis le Forum républicain, comment est-ce qu'il se présente? Il sera extrêmement difficile. Pourquoi? Comment? C'est l'incertitude. Comme je vous ai dit, à ce moment-ci, à un mois de la convocation du corps électoral, on n'a pas encore de candidat. On n'a pas encore de candidat en dehors. Bon, quand je dis parmi les candidats, les principaux candidats, ce n'est pas normal, c'est du jamais vu au Cameroun. Même en 2018, à ce moment-ci, on avait déjà au moins 5 candidatures certaines. Or, aujourd'hui, on n'en a pas. On est dans des supputations. On est dans des supputations et ce n'est pas normal. Ça présage d'un lendemain difficile. À 4 mois de l'élection et à 1 mois de la convocation du corps électoral, on s'interroge encore sur le code électoral. Aujourd'hui, j'ai vu encore un communiqué de la France qui demandait à ses ressortissants de s'apprêter parce que 2025 pourrait être difficile. Ils sont déjà en train de faire l'empaquetage d'un certain nombre de choses. Au cas où, avec la visite également du patron de la gendarmerie française, ainsi de suite. Et puis quand vous lisez quand même, vous écoutez, vous suivez les réseaux sociaux, à 1 mois de l'élection, à 1 mois de la convocation, on continue à bloquer ce que moi j'appelle le leader de l'opposition dans un hôtel. Et tout cela mis ensemble est quand même le signe d'une inquiétude. Et à 1 mois de la convocation du corps électoral, le président sortant est contesté dans son parti. Tous ces facteurs, ce sont des facteurs déterminants qui inquiètent et qui, mis ensemble, interroge sur l'avenir du Cameroun. On va parler des libertés publiques dans un instant. Le temps quand même pour nous de vider totalement la phase du Forum républicain qui quand même se prépare à participer indirectement à l'élection présidentielle, mais qui, ça il faut quand même le dire à nos téléspectateurs, c'est le premier parti politique qui se projette sur 2026, tandis que les autres restent focus sur la présidentielle. Vous dites les législatives, les municipales, les régionales, les sénatoriales, nous y allons et nous devons faire foule et mal. Oui, c'est ceux qui choisissent la présidentielle, c'est avec leurs moyens. Nous et nos militants sont même surpris qu'aujourd'hui, on leur dise que commencer à préparer les dossiers. On fait déjà des listes arrondissement par arrondissement, ainsi de suite. Ils sont surpris. Bon, là, si je tire cela de mon expérience, parce que OST est un peu partout, parce que c'est moi qui préparais de façon opérationnelle les candidats et les candidatures. Donc, effectivement... Que vaut le Forum républicain aujourd'hui, Parfait?
Vous avez combien de militants? Vous êtes implanté dans combien de régions, de circonscriptions, communes, arrondissements? Le Forum républicain est implanté dans tout le pays. Quand je dis implanté dans tout le pays, ce n'est pas de façon homogène dans tout le pays, mais c'est que un citoyen se rappelle que c'est Parfait Mvoum qui a mené plusieurs combats. Un monsieur constant, il dit « Ok, je m'installe dans le Nord. » Il adhère à votre idéologie. Il adhère à mon idéologie. Un autre étant au Mali, il dit « Parfait Mvoum », même si c'est comme ça. Donc, de façon même informelle, nous avons des militants un peu partout. Maintenant, nous sommes en train de construire un parti et je vous assure que dans les prochains mois, les prochaines années, ne soyez pas surpris que nous soyons pas le meilleur parti, mais que nous comptions parmi les partis qui travaillent. Et c'est pour cela que nous sommes en train, je vous dis aujourd'hui, j'étais encore là ce matin, à Yaoundé 4, Yaoundé 1er, ainsi de suite. Nous faisons nos listes, nous préparons, nous n'avons pas volé dans l'administration, donc nous n'avons pas assez de moyens, mais nous demandons aux militants maintenant de commencer à se mobiliser financièrement en hommes pour aller aux élections. Et même ceux qui ne sont pas dans notre parti, il suffit, parce que généralement c'est un homme qu'on suit, une idée qu'on suit. Et donc, quelqu'un peut être, je ne sais pas où, à Fumban, il peut être à Garoua, il dit, parfait, moi je viens dans le parti pour toi, pour tes idées, et je vais être candidat député. On lui donne l'investiture. Et aujourd'hui même, on n'adhère pas au parti. Dès que vous adhérez au parti, vous devenez directement candidat. Vous devenez directement candidat au municipal. Et là, je trouve des femmes formidables qui ne font que adhérer. Et je pense que pendant que les autres sont concentrés, vous savez, l'élection régionale, c'est en décembre. On va convoquer le corps électoral en septembre. Personne n'est au courant, ou bien très peu. Nous nous préparons. L'élection municipale, c'est en février. On convoque le corps en novembre ou octobre. Nous sommes déjà en train de nous préparer, de telle sorte que le moment venu, je pense, nous aurons beaucoup de candidats et comme je le disais... Vous allez conquérir le Parlement. Oui, comme je le disais, je ne me vois plus, après 2026, à ne pas être député. Ça, on va se donner des moyens. Et c'est là où je vais payer beaucoup de mes dettes. Je vais payer beaucoup de mes dettes. Et en 2032? En 2032, non, je ne sais pas encore. Mais nous sommes en train de travailler pour qu'en 2026, que nous soyons positionnés et pour influencer l'avenir de ce pays. Vous êtes le président national, vous avez une vision. Est-ce que vous vous voyez un jour président de la République du Cameroun? Mais d'abord, quand on est président d'un parti politique, in fine, c'est pour être président de la République. Non, il y en a qui le font pour payer leurs dettes. Bon, c'est leur problème. Mais nous autres, nous avons la plus grande ambition, mais nous ne sommes pas forcément attachés à cette ambition parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Vous voulez conquérir le pouvoir jusqu'au sommet. Jusqu'au sommet. Et c'est l'objectif du Forum républicain. Maintenant, il nous faut beaucoup travailler. Il faut transformer les rêves des Camerounais en réalité, les rêves des militants et ceux qui nous voient. Contrairement à ce que vous pensiez, que la politique c'est le mensonge, c'est le crime, c'est ceci, c'est cela, ou bien de ce qu'on disait. Non, nous voulons faire la politique réelle, la politique juste et la politique morale, ça existe. Je rappelle que le même discours est tenu par 368 autres présidents de partis politiques. Le Cameroun comptant donc à date 369 formations politiques. La suite de Sans Tabou dans un instant. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement.
Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Dernière partie de cette émission avec notre invité Alois Parfait. Nous parlons des répressions sur les libertés publiques. Très récemment, le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, de retour de Paris pour un meeting, n'a pas pu rencontrer ses militants de la ville de Douala pour une réunion basique. Vous, comment vous avez lu ce qui s'est passé récemment à Douala, où ces militants sont sortis pour accueillir leur leader? Ils ont été bloqués par la gendarmerie, lequel leader n'a pas pu rencontrer ses collègues, ses camarades du parti, et qui tout de suite a été escorté le lendemain sur Yaoundé vers sa résidence. Non, c'est une situation malheureuse que j'ai condamnée, que le parti a condamnée, mais que je comprends. Comment? Le pouvoir de Yaoundé, depuis 2014, est frileux. Il a peur de tout. Et il a peur des mouvements de foule. D'abord, il cherche à démontrer à la communauté internationale que les 70% ou bien les 90% qu'il a lui appartiennent effectivement. Et que le peuple le suit à 90%. Il ne veut donc pas démontrer, ne veut donc pas montrer aux yeux du monde qu'il y a d'autres personnes, que la réalité des chiffres, c'est que d'autres personnes détiennent ces 90%. Donc, c'est une corrélation entre la fraude qu'il fait, la masse, les résultats qu'il a, et puis, il faut démontrer que les autres sont nuls. Et c'est pour cela qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre ait de la popularité ou bien démontre sa popularité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que depuis les événements en Tunisie et dans ce qu'on a appelé le printemps arabe, le pouvoir de Yaoundé a peur de ce mouvement et par conséquent, il peut accepter le bavardage, les débats, mais jamais il n'accepte une manifestation publique parce qu'il se dit, comme il ne tient pas sa base, comme il ne tient pas son pouvoir de la base, il se dit qu'un de ces 4 matins, un mouvement peut le faire partie comme les autres sont partis. Voilà les 2 raisons pour lesquelles M. Kamto, aujourd'hui, qui, qu'on le veuille ou pas, est quand même celui qui rassemble le maximum de personnes dans l'opposition. Vous, au Forum républicain, lorsque vous avez une manifestation, elle n'est pas interdite? Nous n'en avons pas organisé beaucoup et nous avons nos stratégies. Nous ne demandons pas forcément les autorisations parce que nous savons qu'elles peuvent être refusées. Nous utilisons une autre stratégie pour organiser... La stratégie de dessous, c'est illégal aussi. Ça peut vous rattraper. Non, ça ne nous crée pas de problème. On organise nos manifestations dans des lieux ouverts. Elles sont là et puis parfois on attend seulement les conséquences. C'est-à-dire qu'on joue un peu comme on dit au tiercé. Ok, demain j'ai réunion dans tel ou tel. Je fais venir mes militants. Ça passe tant mieux, ça ne passe oui, pas. ça ne passe pas. Je prends tous mes militants, je les amène chez moi. Parce que si je dépose, j'ai déjà informé l'autorité administrative et elle va interdire. Elle peut sévir à tout moment. Et récemment, vous savez ce que j'ai subi. Effectivement, voilà. Je voulais parler. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec la brigade anti-Sadina? Est-ce que vous avez été contacté par quelques membres puisque vous avez fait l'objet d'une plainte pour atteinte à la sûreté de l'État qui n'aboutit à rien? Mais cela, c'était pour avoir naturellement estimé que la brigade anti-Sadina, qui, entre guillemets, a versé de la farine sur les autorités camerounaises, parmi lesquelles le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, faisait son travail. Vous maintenez cela? Non, je maintiens... Que nos autorités soient prises en sandwich à l'extérieur et que vous dites c'est une bonne action? Pourquoi vous ne le faites pas ici, par exemple? Oui, mais si on le fait, on va se retrouver dans la situation de Kamto à Douala. Vous comprenez? Donc, on prive les uns et les autres de liberté ici et on a peur, et vous faites bien de le dire, on ne veut pas que les libertés des autres, de ceux-là, de ceux qui nous briment,
soit privé en Europe. Donc, vous voyez un peu le paradoxe. C'est-à-dire que, et je le disais encore quand j'ai entendu que le chien est fort chez lui. Donc, ici, ils acceptent, ils torturent l'opposition, ils interdisent tout, ils veulent. Mais quand ils arrivent là-bas, dès on fait juste un geste d'enfarinage, c'est ce que je disais au colonel Ndongo, à qui je dis bonjour, que vraiment, c'est pas tuant de verser la farine à un ministre en Europe. En Europe, on a giflé Macron sans que cela ne soit une affaire d'État. Maintenant, la base, vous me demandez les rapports. D'abord, c'est des Camerounais. C'est des Camerounais qui ont été privés de leur pays pendant 40 ans. Ils ont envie de revenir et c'est normal qu'à un moment donné, qu'ils menacent ceux qui empêchent qu'ils reviennent investir, qui reviennent voir leurs parents, ainsi de suite. Ils sont partis de façon clandestine. Pour la plupart, ils étaient à l'université. Aujourd'hui, ce sont des ingénieurs, des médecins, des infirmiers, des pilotes, ainsi de suite. C'est eux la base. C'est eux la base. Et donc, nos rapports, évidemment, on se dit bonjour tous les jours, on se salue, il n'y a aucun souci. Pour moi, si je prends le pouvoir un jour, je les fais revenir directement. Parce que c'est de la ressource que nous perdons pour rien. Donc, mes rapports avec la base sont des rapports sereins. Je suis là, j'ai dit ce que j'avais à dire, je n'ai aucun regret. Et puis, c'est des personnalités. Elles ont seulement besoin d'un autre régime pour venir. Elles ont supporté Paul Frundi à l'époque, en espérant que c'est lui qui renverserait le pouvoir. Elles n'ont pas eu. Et aujourd'hui, elles soutiennent Maurice Kamto parce qu'elles ont espoir de revenir. Demain, peut-être que c'est moi que la base soutiendra. Question en 30 secondes. Pourquoi John Frundi, à votre avis, n'a pas pu renverser le régime Biya? Il n'a pas pu renverser le régime Biya parce que le président Biya est un problème. Quand le président Biya est coincé, il peut se mettre à genoux devant vous. Et il vous promet que, OK, comme c'est comme ça, je vous laisse. Et Frundi a joué sur cette fibre. C'est-à-dire que chaque fois que Paul Biya était dos au mur, il s'agenouillait presque il se prosternait presque sur Frundi pour lui dire, voilà, ne va pas plus loin, le pays est comme ça, il faut essayer parce que, et dès que la situation se renormalisait, il disait presque, j'utilise le figure, que le salopard là croit que je peux suivre ce que je lui ai dit là. C'est comme ça. Donc, avec les présidents comme Paul Biya, quand vous avez moyen de le mettre KO, mettez-le KO. C'est comme ça qu'au fil des années, Frundi, lui, s'affaiblissait. Paul Biya, lui, continuait à rester au pouvoir. Paul Biya, c'est 65 ans de service au Cameroun. Pour le moment, 43 ans à la présidence de la République. Comment on le met KO? Parce que mettre Paul Biya KO, c'est aussi en partie mettre tout un système KO. Oui, mais c'est les systèmes les plus faciles à mettre KO. Comment? Les systèmes, donnez-moi 3 milliards aujourd'hui. La semaine prochaine, on ne va plus parler de Paul Biya. Comment? Je crée un mouvement qui le fait partir. Parce que par les institutions, par les institutions, lui-même se maintient par la rébellion, il se maintient par le coup d'État constitutionnel, il se maintient par la force. Vous allez voir, lorsque les choses seront déclenchées, comment est-ce que les uns et les autres seront corrompus à partir de ce moment jusqu'aux élections. Donc, il se maintient par coup d'État à travers un coup d'État constitutionnel, c'est-à-dire qu'on ne respecte rien, on viole toutes les lois, on menace les opposants. Donc, c'est à partir de là que le président Paul Biya se maintient. Maintenant, et vous dites pour le renverser, il faut utiliser quelle stratégie? Les mêmes? J'ai mes stratégies que je peux utiliser et je renverse le pouvoir de Yaoundé. Mais mon parti n'est pas forcément il grandit dans ce progressivement. sens. Il grandit encore. Nous sommes en train... Vous voyez l'élection présidentielle, malheureusement, elle n'aura pas la saveur souhaitée.
Parce Pourquoi? qu'il y a des insuffisances. On a demandé de modifier le code électoral. Il a refusé. On demande le calendrier électoral. Il refuse. Il nous dit que par des indications, on peut avoir. Ça, c'est difficile. Et c'est pour cela que je dis, Froundi n'a pas pu. Je parle bien de 92. Parce qu'à un moment donné, il s'est laissé berné par le fait qu'on lui a dit le pays d'abord, le pays avant tout, le pays. Pendant ce temps, Paul Biya et sa bande, malheureusement, eux, ils torpillaient la République. Alors, allant sur la base selon laquelle l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, le maintenir le plus longtemps possible, et parfois par des moyens propres ou institutionnels ou constitutionnels, et peut-être illégaux, est-ce que vous êtes en train de dire que Paul Biya, c'est un fin politicien qui a su, durant tout son règne, maîtriser sa place, son poste Non, et son ce système? n'est pas un fin politicien. C'est Puisqu'il réussit à se maintenir. il fait de la roublardise politique et Mais si on se laisse rouler aussi pendant autant d'années, ça veut dire qu'on pose soi-même problème. Le fait que les opposants ont peur d'entraîner le pays vers l'incontrôlable, c'est un peu ça. Donc, il faut mettre cela à l'actif. Les opposants acceptent qu'on les insulte, qu'il n'y a pas d'opposants, que l'opposition est faible, l'opposition est pauvre, l'opposition est ceci. Ils acceptent parce qu'ils ne poussent pas le bouchon plus loin. Vous comprenez? Donc, il suffit pour un opposant sérieux. Moi, je vous ai dit l'affaire de Kamto à Douala où on l'a bloqué. Il aurait suffi que Kamto fit 1 mois à cet endroit pour que le pays soit paralysé. Donc, il n'a pas poussé le bouchon plus loin. Et c'est sur cela que le président Biya s'appuie. Il se dit, les opposants, ils ne vont pas aller très loin. Ils ne vont pas aller très loin. Ils vont faire, après, ils vont lâcher. Et lui, il va alors le plus loin possible dans la torture, dans la violence contre le peuple camerounais et contre les Camerounais. Paul Biya, dans un pays sérieux, il n'aurait même pas 1% ou 2% avec la gestion où tout le monde est même opposant. Même dans ce studio, tout le monde est opposant. C'est-à-dire que... Bon, nous sommes journalistes. Non. C'est-à-dire que si on vous donne un bulletin maintenant, personne ne va voter Paul Biya. Même dans son village, il ne sera pas voté. Moi, j'ai fait le tour du Cameroun. Ça, c'est vrai. Et ce n'est pas une faute, puisque les conditions sont réunies pour qu'il ne soit pas aimé, pour qu'il ne soit pas... Et comment il fait pour avoir 70%? Un peuple ne peut pas autant souffrir et lui donner 70%. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce n'est pas seulement la roublardise, il y a la fraude, il y a la tricherie, et puis il s'appuie sur la bureaucratie, les quelques élites. Donc, voilà un peu ce système qui fait qu'aujourd'hui, on est dépassé. Et nous tous, nous allons tomber dans ce piège. Parce que, finalement, on va se demander où on en est. Où on en est. Comment quelqu'un de 93 ans, c'est du jamais vu dans le monde. Du jamais vu. Quelqu'un de 93 ans, avec un bilan catastrophique, qui, lorsqu'on lui donne les suffrages, il disparaît pour réapparaître exactement comme il est en train de vouloir réapparaître là. Après, on va lui donner encore le pouvoir. Il va passer ça par délégation de pouvoir à quelqu'un d'autre. Et cette personne, à la veille des élections, on va aussi dire que Paul Biya doit se représenter, ainsi de suite. Donc, ils font leur petite alternance dans la gestion au palais, et nous venons souffrir ici. Aucun peuple ne peut l'accepter, même si vous ne lui faites rien. Je disais donc que l'opposition, elle n'a pas besoin des milliards. Une petite élection transparente, on ne parlera plus de Paul Biya. De toute façon, nous attendons voir le Forum républicain dont vous êtes le président national à l'œuvre derrière l'un des candidats à la présidentielle d'octobre prochain pour pouvoir peut-être lui faire des propositions sur une meilleure stratégie de changement du système en place. Aloïs Pafem, vous merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous remercie. Je suis content d'avoir dit ce que je pense, et vous savez que je ne dis que ce que je pense toute ma vie. J'invite les Camerounais à suivre le Forum républicain
Nous avons notre mot à dire, nous avons des choses à faire. Et tout Camerounais, où qu'il se trouve, qu'il vienne dans nos listes pour l'élection municipale, législative et régionale, il suffit d'avoir plus de 23 ans. Nous allons investir de nombreux Camerounais. Et pour l'élection présidentielle, je vous ai dit, le 10 septembre, au cours d'une conférence de presse, nous allons dévoiler notre candidat. Et ça sera sur des critères objectifs que nous allons soutenir, même si nous ne croyons pas forcément à une victoire par les urnes en ce moment. Mais nous avons le devoir de le soutenir. Nous sommes le Forum républicain, nous sommes un parti républicain. Pour le reste, les Camerounais savent ce qu'ils ont à faire. On n'a même pas besoin de les sensibiliser. Ils savent. Chacun subit. Quand vous sortez le matin, que vous n'avez, le savon est fini à la maison, le gaz est fini, vous ne savez pas où vous allez dormir, comment vous vont dormir, vous n'avez pas de choix. Donc, je vous remercie et j'encourage Nadia TV, parce que vous faites un travail extraordinaire et vous vous démarquez, un peu comme le Forum républicain est en train de se démarquer. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles conduites par Patrice Sabégal, Loïc Kwegan et Arnold Cissé Tedom. On se retrouve dans une semaine avec un autre invité tout aussi alléchant et pétillant qu'Aloïs Parfemboum. Merci de toujours rester connecté. Naya TV. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic.